Webinaire, comment être acteur de la reprise du marché immobilier, puisqu'effectivement les signaux de reprise se confirment, les mandats signés par les agents immobiliers sont en hausse, donc de nouvelles opportunités sont ainsi à saisir pour la profession. Nous allons bien sûr en parler. Alors avec nous tout d'abord, pour nourrir ces débats, celle qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, Danielle Dubrac, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier. Avec nous également une figure de la profession qui nous fait également le plaisir d'être avec nous. Bonjour Olivier Benbassa. Olivier Benbassa, pardonnez-moi David. Bonjour David, président depuis 2 mois et demi de Bien Ici. Absolument. Vous avez fait votre retour, on en reparlera. Ouais. Bien sûr, pardonnez-moi David. Et enfin avec nous également, comme il est de coutume, Olivier Descamps et non pas David Descamps. Bonjour Olivier, directeur général d'IAD France. Ouais, bonjour Olivier. Bonjour. Je vais commencer avec vous Olivier. Une première question, donc comme on l'a dit, les signaux de reprise du marché se confirment. Est-ce que cela se vérifie aussi au sein du réseau IAD et comment cela se traduit-il? Peut-être quelques chiffres sur cette première partie d'année. Oui, effectivement, ça se traduit. Il y a plusieurs signaux. On avait vu un frémissement à l'automne. Dès le mois de septembre, on avait vu les compromis redémarrer de façon, je dirais, tranquille, de la progression, ce qui n'était pas arrivé depuis quand même plusieurs mois, pour arriver là, par exemple, au mois de mars, à des croissances de plus de 30%. Parce qu'aujourd'hui, le mois de mars va se clôturer dans quelques jours. On sait qu'on sera de l'ordre de plus 35, plus 36% de compromis et de ventes signées par nos conseillers. Donc ça, c'est vraiment une belle reprise. Donc, par rapport à l'année dernière, par rapport au même mois de mars de l'année dernière. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Le deuxième élément qu'on peut mesurer également, qui permet de dire que la reprise est là, c'est l'appétence des pros de l'immobilier. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais de dire aujourd'hui, on a aujourd'hui une recrudescence forte de candidats à la profession immobilière, alors qu'auparavant, depuis 18 mois, ce marché est un peu difficile, les taux sont élevés, il n'y a pas de vente, bref, tout ce qu'on pouvait entendre dans les médias. Donc ça, c'est le deuxième signal qui nous permet de montrer qu'on est fort. Et on a, nous, par exemple, je peux demander quelques chiffres, oui. Sur l'idée, on a battu des records, notamment en prise de mandat aussi. On a toujours été bon en mandat durant la crise, parce que toujours l'appétence des vendeurs était là. C'est plutôt celle des acquéreurs et les mettre d'accord sur le prix qui était un peu difficile pendant près de 2 ans. Mais aujourd'hui, on a battu des records. Par exemple, en mandat, on a passé la barre des 1100 mandats sur une seule journée. Et là, on est sur un rythme de l'ordre de 900 mandats signés par jour. C'est-à-dire que la machine est repartie, et elle est repartie quasiment sur la piste du record. Notre record, on détient, on peut dire ça, ça fait un peu Jeux Olympiques, mais on détient le record de transactions, le record, c'est 62 000 transactions sur une seule année. Et par exemple, ce mois-ci, on va faire plus de 6 000 compromis. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme du record d'il y a 3 ans. Donc c'est vraiment une très 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 belle reprise qui se constate maintenant dans les chiffres de transactions. Et les projections, parce que je sais que vous clôturez votre exercice fin juin, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire comme projection sur l'exercice 2025-2024 par rapport à 2024-2023 ? Bon, on a eu nous un premier semestre de l'exercice jusqu'à fin décembre qui était plutôt flat. Et là, on va avoir une progression de l'ordre de 25% sur les 6 derniers mois de l'exercice. Donc on aura un atterrissage très positif, mais ce qui est très important, c'est qu'on va démarrer l'année prochaine, pour nous, le mois de juillet, avec un stock de compromis assez important, puisque aujourd'hui, tu connais le marché, on engrange des compromis pour des facturations, on va dire 3 mois plus tard. Donc on sait que le début d'année, en tout cas notre début d'année fiscale à nous, sera de bonne facture. En tout cas, on est en train de préparer un très très bel été 2025, donc juillet-août devrait être de très bons mois. D'accord, alors je lisais avant de préparer cet entretien un excellent dossier dans Challenge qui disait que c'était les grandes villes en France qui profiter davantage de cette reprise. Est-ce que ça, c'est aussi factuellement quelque chose que vous avez aussi vérifié ? On voit que les prix remontent, notamment à Marseille, à Bordeaux, à Montpellier. Alors j'ai lu ce dossier, ouais. Il était intéressant, mais j'ai pas très bien compris comment on pouvait corréler la reprise des prix avec la reprise du marché. Nous, on corrèle la reprise du marché à la reprise du nombre de compromis et de transactions signées. Oui. Donc c'est vrai si les prix augmentent, la demande augmente aussi. Je sais pas, parce que tu sais, l'équilibre entre la baisse des taux, aujourd'hui si les taux baissent, en fait, le nerf de la guerre, c'est ma capacité à rembourser. Donc quand les taux sont élevés, les vendeurs baissent fortement leurs prix. Il suffit que les taux baissent comme ça a été le cas depuis maintenant plusieurs mois, pour que finalement, pourquoi ai-je besoin de baisser mon prix, puisque finalement ma capacité à rembourser la capacité à rembourser pour l'acquéreur, finalement c'est amélioré. Par contre, ce qui est juste, c'est les prix. On a des villes où les prix remontent assez fortement après avoir fortement baissé. On prend l'exemple de Bordeaux, par exemple, qui est souvent cité. Bordeaux, avec l'arrivée de la LGV, a vu les prix vraiment
s'enflammer, hein, c'était presque complètement déraisonné, notamment dans le neuf, hein, avec des promotions immobilières avec des prix très très élevés. Les taux ont monté, la conjugaison des deux fait que le marché est bloqué. Donc là, les prix ont baissé et ils redémarrent. Donc je pense que c'est plutôt une remise à niveau qu'une accélération des prix sur ces villes-là. Mais c'est vrai que les prix remontent là, sur ces grandes métropoles. Daniel Dubrac, est-ce que vous percevez également cette reprise de l'activité immobilière, notamment à travers l'activité de vos adhérents à l'UNIS ou pas ? Alors l'activité des adhérents, on l'a quand on appelle la cotisation sur la base du chiffre d'affaires de l'année précédente, mais sur le ressenti, puisqu'on a des commissions métiers, et puis on a sur le terrain, le ressenti. On a surtout des adhérents un peu partout en France. Ce que je peux dire, c'est que la reprise a lieu, c'est ce qui est dit, grosso modo. La moitié des sondés disent ça. Sur le prix baisse ou stagne. Il y a pas forcément, il y a des hausses évidemment ponctuelles, mais enfin ça dépend aussi de la zone considérée. Mais ce que je peux rajouter au propos d'Olivier, c'est que le moral est bon. Le moral est bon. 69% de nos gens sondés ont le moral. Et ça, c'est quand même très important, compte tenu finalement du contexte géopolitique que nous subissons. Très bien. Alors, j'avais une petite question à vous poser, Daniel, sur les engagements de l'UNIS, et notamment auprès des mandataires. Vous êtes un petit peu le syndicat. C'est peut-être un petit peu fort ce que je dis, mais le syndicat des mandataires, on peut le dire. Vous êtes le syndicat des mandataires, 35 000 mandataires affiliés, je crois, à l'UNIS. Ça vient de quoi, cette filiation entre vous et les mandataires ? Alors d'abord, les mandataires, ils existent au moins depuis 2010. Olivier me dira précisera peut-être les dates. Et nous, on les a associés à notre syndicat depuis 2015-2017, grosso modo. Le modèle était disruptif, puisqu'on s'adresse à des personnes qui elles-mêmes vont s'adresser au client final. Et puis, c'est un modèle qui est très moderne, très innovant, qui fonctionne avec la connaissance du marché. Et puis finalement, ce modèle, il n'a pas démérité, puisqu'on voit quand même qu'il est en pleine croissance. Et donc nous, ça nous a plu, parce que c'était des personnes, en l'occurrence à travers la gouvernance d'IAD, des personnes qui connaissent bien leur marché, qui utilisent les nouvelles technologies, et qui finalement ont une progression et une connaissance de la transaction qui s'est largement avérée. Et ça enrichit le syndicat aussi sur ce type de modèle, comment fonctionner, comment mieux articuler la transaction. Ce métier est un peu multiforme entre les agences vitrées, les agents commerciaux et les réseaux de mandataires indépendants. Et donc nous, on est très contents d'avoir un collège de mandataires tel qu'il existe aujourd'hui et qui nous apporte énormément d'innovation. Je vois par exemple sur l'intelligence artificielle ou sur les nouvelles technologies pour mieux appréhender le marché. Franchement, c'était important pour nous et franchement, on est très contents de les avoir dans notre syndicat. Et ils adhèrent individuellement à l'UNIS ? Notre ami Olivier, titulaire d'une carte professionnelle, représente plus de 16 000 professionnels, ce qui fait que ça fait dire à UNIS que nous représentons plus de 60 000 professionnels sur la base de 6 300 adhérents, évidemment indépendamment du dossier de représentativité qui va sortir l'année prochaine. D'accord, très bien. Ce sont des chiffres il y a 4 ans. Je leur dirais que la facturation se fait à la carte. À la carte, oui, c'est ça. Absolument. Mais c'est au chiffre d'affaires. Absolument. Non, mais après, ce qu'il faut reconnaître à l'UNIS, je dirais deux choses. La première, c'est d'avoir su voir sûrement avant d'autres représentations, d'autres organisations, ce métier de mandataire. Et la deuxième, c'est de dire qu'il n'y a pas de clivage. L'UNIS accueille tous les pros, quel que soit le modèle entrepreneurial qu'ils aient choisi. Agents immobiliers indépendants, agences immobilières, franchisés, réseau de mandataires. Et je pense, je parle un peu à ta place, mais c'est vrai que souvent tu dis, c'est que l'UNIS, c'est la maison des pros de l'immobilier, quel que soit le modèle que vous ayez choisi pour l'exercer. C'est ça qui est très important. Oui, parce que ça fait avancer la transaction. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre un acquéreur et un vendeur en face avec un professionnel. Et ce professionnel, on le retrouve à travers le réseau d'IAD. Très bien. David Benbassa, alors avant de voir un petit peu comment la reprise aussi se traduit chez Bien Ici, peut-être un petit mot sur votre retour chez Bien Ici. Vous avez signé votre retour il y a 2 mois et demi. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de revenir chez Bien Ici ? Plein de choses déjà qu'on m'ait rappelé, c'est assez satisfaisant, c'est une vraie fierté. Non, de retrouver un environnement que je connais bien et que j'ai pas laissé. Pendant les 3 dernières années, j'ai pu aller travailler dans un autre portail, travailler, effectivement, une de mes volontés était de tester
un métier d'indépendant aussi, donc j'ai pu le travailler comme les nombreux indépendants qui travaillent chez IAD, donc sur du conseil, sur aussi une vision différente du métier d'immobilier, d'aborder ça par l'innovation, travailler avec des startups, donc ça c'est très enrichissant, et puis revenir finalement à une orientation sur des fondamentaux de Bien Ici. Donc moi j'ai eu la chance de participer à la création de Bien Ici, sur regrouper l'ensemble des professionnels de l'immobilier. C'est un site qui a été créé par et pour les professionnels de l'immobilier. Les fondamentaux n'ont pas changé, et de revenir et de réimpulser une vraie volonté, une vraie démarche dans ce sens, voilà, c'était quelque chose qui m'animait et qui m'anime toujours, donc c'est un plaisir de revenir. Alors, c'est une question que vous avez posée quand on avait fait une interview ensemble il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que la maison Bien Ici a changé depuis en 2 ans et demi? Elle Elle a grandi? Elle a beaucoup grandi. Oui. Malgré, je dirais, ces 2 dernières années compliquées, l'audience a grossi, les équipes ont grossi, les outils se sont développés. Donc voilà, ça a suivi 10 ans dans une entreprise. C'est finalement une durée assez longue, mais c'est très court dans la vie d'une entreprise. Donc finalement, les 3 dernières années, ça a évolué, pas tant que ça. Donc je reprends le fil de l'histoire. Il y a quelques évolutions qui vont arriver du coup, mais voilà, c'est un vrai plaisir de revenir. Très bien. On parlait donc des signaux de reprise du marché. Est-ce que là aussi, factuellement, peut-être quelques chiffres à nous donner aussi sur voir un petit peu comment ça se traduit aussi au sein du portail Bien Ici, cette reprise? Je vais répéter ce qu'a pu dire Olivier Daniel, mais plutôt sur une démarche de demande. Ça veut dire que, évidemment, depuis l'été 2024 et surtout à partir de septembre, on a revu chez nous une augmentation de l'audience, avec des niveaux records qui n'avaient jamais été obtenus chez Bien Ici. Ça s'est encore accéléré début 2025, où on a fait encore des croissances de plus 20% d'audience, avec des records absolus d'audience sur le mois de janvier, février et mars sur la même tendance. Si c'était que de la demande, ce serait déjà intéressant, mais on voit également qu'il y a la même performance et l'augmentation sur la captation de leads et la transformation. Ça veut dire qu'il y a une intention, et qu'on arrive à la transformer, et que les leads arrivent effectivement sur l'ensemble des professionnels. Donc c'est une vraie démarche volontaire. Après, il faut que ça se transforme, évidemment, mais en tout cas, la demande est là. Et sur les 2 ans et demi de crise qu'a traversé quand même le marché de l'immobilier, comment est-ce que vous avez traversé cette crise finalement au sein du portail? Alors je disais, est-ce que vous avez peut-être perdu des clients? Est-ce que vous en avez regagné? Comment Bien Ici a traversé cette crise? Alors, comme tout le monde, avec force et résilience, parce que la raison d'être de Bien Ici, c'est d'être aux côtés des professionnels de l'immobilier. Donc, on a continué à investir dans l'audience, on a continué à être en proximité pour écouter et comprendre effectivement comment on pouvait aider les professionnels. Donc, on a réussi à investir et donc à maintenir cette audience, donc à maintenir un volume de leads important, même s'il a baissé. Là, pour le coup, la demande avait vraiment freiné. Et on a pu constater malgré tout, quand vous avez 1200, je crois, agences en 2024 qui sont en liquidation judiciaire, qui mettent la clé sous la porte, évidemment, Bien Ici, qui a plus de 50% du marché, je vous laisse faire de calcul, mais on a vu partir, évidemment, un certain nombre d'agences et d'acteurs de l'immobilier. Et comment ça se passe, la relation entre Bien Ici et IAD? Super bien, je pense que tout le monde est content de la relation. Tout le monde est content? On est content, puisqu'on a même re-signé un partenariat qui court de façon pluriannuelle jusqu'à minima juin 2026. Exactement. Donc, c'est un portail innovant, simple, qui est détenu par un grand groupe qui connaît l'immobilier, qui ne fait pas de la diffusion que pour faire de l'argent, mais qui fait de la diffusion pour faire réussir les mandataires. Et donc ça, c'est ce qu'on peut reconnaître à Bien Ici. On est aux côtés des mandataires, aux côtés des pros de l'immobilier, pour d'abord vous faire réussir. Et ça, c'est comme une marque de fabrique de Bien Ici depuis toujours, quoi. Exactement, et c'est une vraie démarche vertueuse, c'est-à-dire que moi j'ai toujours en tête qu'on a 2 clients, on a le recherchant immobilier et le professionnel. Tout l'équilibre, c'est de faire que cette rencontre se fasse du mieux possible et que chacun ait l'information nécessaire pour que la démarche, donc pour nous que les délais de vente se raccourcissent et que le compromis se signe le plus rapidement possible dans les meilleures conditions. Donc toute l'information qu'on va donner à l'internaute, toute la visibilité et les outils qu'on va donner aux professionnels permettent à chacun de trouver la bonne direction. Très bien. Alors, on va aborder à présent le chapitre sur les leviers de croissance du marché, enfin, en tout cas les leviers qui permettent au marché de rebondir. Et parmi eux, il y a bien sûr les fameux taux de crédit qui sont passés de 4,5 à peu près 3% aujourd'hui. Donc, Olivier, c'est forcément une bonne chose, c'est un bon signe. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et d'ailleurs, quand on parle d'une reprise de marché à l'automne, c'est quasiment concomitant aux premières baisses significatives des taux. Donc ça, c'est-à-dire on est toujours sur un volume de l'ordre de 80-84% des Français
qui font appel à un organisme de financement pour l'acquisition de leurs biens. Donc aujourd'hui, ça c'est une très très bonne nouvelle. Et cette décroissance, même si elle s'est un peu ralentie des taux, est favorable pour nous. Donc ça c'est très important. C'est effectivement un des marqueurs forts de la reprise. C'est du gain de pouvoir d'achat, bien sûr, en plus pour les porteurs de projets immobiliers. Alors, c'est du gain de pouvoir d'achat, et on espère aussi que ça va permettre, pour le marché en général de l'immobilier, de mettre au primo-accédant, qui est quand même, d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est quand même une population, une communauté qu'on essaye, en tout cas, de protéger, pour deux raisons, parce qu'il y a beaucoup de primo-accédants qui n'arrivaient plus à accéder à la propriété, et donc des jeunes familles, des jeunes couples qui ont besoin de devenir propriétaires, qui ont cette envie d'être propriétaires, donc les taux vont les aider, et après ça débloque le marché, c'est-à-dire que si un locataire qui veut devenir primo-accédant ne peut pas devenir primo-accédant, il reste locataire, et s'il reste locataire, il n'y a plus de biens disponibles à la location, et le marché de la location est bloqué. Donc aujourd'hui, les taux qui baissent, c'est bien pour tout le monde. C'est normalement aussi, on l'espère, un accélérateur pour que des locataires qui ont l'envie de devenir propriétaires le deviennent, et de redébloquer le marché également du locatif, qui est quand même un marché qui est dur depuis près de 2 ans. Alors pour les propriétaires, ça veut dire qu'ils se projettent sur des biens qui sont un peu plus grands. Ça se traduit comment finalement ? Ou alors dans des secteurs... Non, là, ils réalisent le rêve bloqué depuis 2 ans. Déjà. Tu vois, la grande majorité, c'est de dire, nous avions envie, ou nous étions contraints de devoir déménager pour des raisons professionnelles. On le voit, certains ont allongé le temps de trajet, certains découchent en disant, tiens, j'ai été muté, j'attends, je ne trouve pas un bien, je ne peux pas m'offrir, me payer ce bien-là. Donc aujourd'hui, la première, avant d'imaginer plus grand, c'est d'abord de dire, génial, je vais pouvoir réaliser mon projet, celui qui me tient à cœur. C'est ça le premier déclic. Donc aujourd'hui, on est à peu près au niveau des 3%. Est-ce qu'on peut penser qu'ils baisseront encore ? Peut-être, vous avez peut-être Daniel, peut-être une... C'est déjà pas mal, 3%. Est-ce que ça va baisser ? Est-ce que ça pourrait baisser encore davantage ? C'est pas sûr, mais c'est pas sûr. Je sais pas. Enfin, moi, je suis pas moi, je suis forcément spécialiste, mais bon, après tout, ce qu'il faut, c'est débloquer le primo-accédant, ça c'est très important, parce qu'autrement il va rester dans son logement, il n'y aura pas de turnover, et donc du coup, alors que s'il peut se libérer pour acheter un logement, eh bien grâce évidemment à cette possibilité, on va pouvoir enfin avoir de nouveaux locataires qui vont arriver, de nouveaux arrivants. Donc tout ce qui a été dit sur les primo-accédants et le bénéfice, c'est très important pour nous, c'est peut-être aussi pour ça que les gens ont un peu plus le moral. Oui, après, sur les taux, ce qui est important, c'est toujours difficile de faire des prévisions. Mais aujourd'hui, en tout cas, on pense que pour nous opérateurs dans l'immobilier, des taux qui resteraient stables, autour de 2,80, 2,75, 2,80, mais stables, permettraient d'avoir des prix qui reviendraient à une stabilité. Donc voilà, ne cherchons plus à spéculer sur une baisse ou une hausse des taux. 2,75, 2,80, ce sont des très très bons taux pour acquérir un bien, et qui nous permettraient de repartir sur un marché qui redeviendrait un marché, on dirait, normal, normatif. Le 1,2 million était, tout le monde le sait, c'était une exception, c'était quelque chose d'exceptionnel, de revenir sur un marché autour de 920 000, 930 000 transactions sur 12 mois. Donc aujourd'hui, nous, on dit des taux inférieurs à 3, autour de 2,80, et un marché qui reviendrait à 920, 930. C'est un terrain de jeu qui conviendrait à tout le monde. Vous vouliez rajouter quelque chose, David ? Non, puis sur l'accès au crédit, je me souviens aussi qu'en septembre 2024, les banques ont beaucoup joué le jeu aussi. C'est-à-dire qu'on commençait à beaucoup communiquer, alors qu'on ne les entendait plus, et c'est ça aussi qui a redynamisé le marché. Donc c'est vrai que cette ouverture, cet accès au crédit pour aller chercher les primo-accédants, c'est un enjeu effectivement important dans ce marché qu'il faut un petit peu libérer. Et alimenté aussi par les offres promotionnelles aussi de crédit des banques. Ça aussi, les adhérents peut-être de l'UNIS, vous l'observe également. Enfin, ça, c'est un levier fort du marché. De toute façon, c'est un levier, effectivement. Tous les services que peut rendre une banque liés à primo-accédant ou tout acquéreur, que ce soit aussi un investisseur locatif privé, c'est très important, évidemment. Ça donne l'espoir. Par contre, il faut vraiment que les choses soient stabilisées. Il ne faut absolument pas que sans arrêt les règles changent, et ça c'est très pénalisant parce qu'on ne sait plus très bien, même si on est professionnel, on ne sait plus très bien comment conseiller si ça change du jour au lendemain. Alors justement, au niveau des règles qui changent, là il y a un vaste sujet. On va en énumérer quelques-unes. Alors peut-être tout d'abord au niveau des fameux droits de mutation à titre onéreux, ces fameux DMTO.
Alors, on sait que la ville de Paris a annoncé la première fin février cette hausse du plafond, donc des fameux droits de mutation à titre onéreux. Est-ce que vous pensez, Daniel, que ça aura un impact sur le marché ? Si le marché reprend, il n'y a pas besoin d'augmenter, de taxer de façon supplémentaire ces droits. Donc déjà, ce n'est pas une bonne mesure. C'est-à-dire qu'on dit que le logement, c'est une cause nationale, c'est très important, on fait même son mea culpa quand on est politique à haut niveau, et en même temps, on taxe, c'est quand même... c'est-à-dire que le logement, c'est bien, c'est la fiscalité, on va augmenter la fiscalité. Franchement, c'est quand même deux discours qui sont contradictoires. Donc non, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce qui serait une bonne nouvelle, c'est qu'il y ait une vraie reprise, et donc qu'il y ait après, à terme, après les promesses de vente, des actes authentiques signés. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus besoin de rajouter un 0,5 à ces droits de mutation à titre onéreux, puisqu'il y aurait des droits de mutation à titre onéreux grâce aux transactions. C'est vraiment c'est ça le sujet, mais c'est la boîte de Pandore à chaque fois. Voilà, c'est quand même c'est un peu dur cette histoire-là. David, vous avez le même... Et puis les taxes foncières, n'oubliez pas qu'à Paris, il y a eu les taxes foncières. Il y a eu l'histoire des taxes foncières avant, donc ça fait peut-être un peu beaucoup. David, vous avez vous partagez la même idée ? Bonne idée, mauvaise idée ? C'est pas forcément une bonne idée. Alors après, il y a aussi plein de conditions. Donc c'est aux mains des départements. Oui, c'est ça. Donc Paris, peut-être Montpellier. On parlerait de Montpellier également. Sur la Côte d'Azur, j'y suis allé il y a 3 semaines pour un événement. Et Eric Ciotti disait on ne va pas appliquer. Donc ça peut être une bonne. Ça, voilà, dans la région, ce sera une bonne nouvelle. Mais bon, je crois aussi que c'est lié. Il y a une exonération pour les primo-accédants, c'est ça ? Oui, exonération pour les primo-accédants, absolument. Jusqu'à 250 000 euros d'achat. Donc, en fait, la difficulté, c'est qu'on en met un petit peu, on enlève de l'autre. Voilà, ça ajoute voilà, la confusion, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, ne rien faire aurait peut-être été mieux. Mais bon, on va faire avec. Et tout à l'heure, pour relier les deux sujets, quand on parlait de la baisse des taux, aujourd'hui, donc c'est 500 euros par tranche de 100 000 euros. C'est ce que ça va coûter, en augmentation des MTO. Et ça vient grever 30% la baisse des taux. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage de la baisse des taux sur le pouvoir d'achat immobilier est diminué de 30% quand elle aura lieu, par cette augmentation des départements qui le décideraient de 30%. Donc évidemment, cette baisse des taux, elle n'est que de 70% en réalité, parce qu'elle est... La bonne nouvelle, c'est quand même que le ministre s'est battu, parce qu'elle est arrivée. Le match était déjà ouvert, elle s'est battue pour que les primo-accédants et 250 000 euros... Pour un primo-accédant, c'est bien, ça couvre. Un primo-accédant achète rarement au-delà de 250 000 euros. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ne pas enrayer le marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord. C'est vrai qu'elle a réussi à tirer vraiment les primo-accédants au dernier moment. Sur le PTZ aussi. Voilà. Justement, le PTZ, alors là, c'est dans le neuf. Donc les primo-accédants aussi. Alors, l'élargissement donc, du PTZ dans le neuf aux primo-accédants, partout en France, sans distinction donc, de zonage. J'imagine que c'est une bonne nouvelle. Comment ça a été accueilli au sein de l'UNIS ? C'est une bonne nouvelle. On parle du neuf, là, bien sûr. D'abord, parce que le zonage, il faudrait faire un inventaire un peu des avantages et des inconvénients du zonage en matière de logements disponibles ou pas, ou de vacances subies ou pas. Donc on parle de zones tendues et détendues, oui, c'est ça. Ça c'est bien. Et puis pour le neuf, alors évidemment, comme le neuf est en crise quand même, et qu'il n'y a pas beaucoup de sorties de logements, pas beaucoup de permis de construire et pas beaucoup de constructions qui sont livrées, bon, est-ce que ça va fonctionner ? Mais ça va fonctionner pour la maison individuelle aussi. Donc c'est bien. Tout ce qui est bon pour les primo-accédants est bon pour le marché. David, vous connaissez bien le marché du neuf parce que vous avez travaillé chez Nexity pendant quelques années. Alors, on pourrait faire une émission là-dessus, sur la crise que traverse le marché du neuf. Comment on en est arrivé là, selon vous ? Le problème, c'est que c'est pas nouveau. Ça date c'est une succession d'événements au fil des années. On peut parler de la hausse des fonciers, de la hausse des matériaux, des coûts de construction, du coup une augmentation des prix. Bon, ça va dans ce sens-là. En même temps, effectivement, des politiques locales un petit peu plus compliquées qui limitent la construction, qui bloquent des mises en chantier, donc il y a moins d'offres. Hausse des taux, donc finalement moins de possibilités d'acquérir un bien neuf dans ce cadre-là. C'est tout un tas d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, le neuf est devenu beaucoup plus moins mis en avant. Il y a aussi un enjeu effectivement politique de dire je vais limiter les avantages fiscaux, qui a réduit effectivement l'intérêt pour les investisseurs aussi. Donc tout un tas d'événements qui font qu'à un moment donné, ça bloque le marché. Ça bloque l'ensemble du marché, pas seulement le neuf, parce qu'on disait comment remettre du logement sur le marché, en location notamment. Ça, c'est un enjeu aussi des investisseurs dans le neuf.
pour donner un peu plus je dirais, de liberté sur les mouvements de population entre la location et la transaction. Olivier le disait très bien, en fait, les locataires ne bougent plus. Donc c'est un vrai souci. Et ça renvoie à un autre, enfin, je vois pour aller dans la ligne des sujets que l'UNIS et Daniel portent, c'est le statut de bailleur privé. Aujourd'hui, on sait que la majorité, je ne sais pas en tête, Daniel, tu me contredis, mais en tout cas, une part importante des logements mis en location sont portés par des privés. Et pas que par l'État, donc c'est une cause nationale, mais finalement les bailleurs privés le font, et ils attendent d'avoir aussi une visibilité sur la fiscalité pour pouvoir investir, donc ça c'est majeur aussi. Donc ça, nous, dans nos clients, les investisseurs disent, mais je ne sais pas si je vais investir dans la pierre, dans un immeuble, pour louer les 2, 3 ou 4 logements, parce que je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé dans 2, 3 ou 4 ans. Donc ça, ce fameux statut de bailleur privé, c'est aussi un grand combat de l'UNIS. Un très grand combat. Après, il faut savoir que la ministre a mis en œuvre un chantier sur ce sujet. Un groupe de travail a été créé, là, je oui, crois. Un groupe de travail a été créé. Donc, du coup, elle a demandé à chaque organisation, dont UNIS, de regarder quel serait le scénario ou les scénarios idéaux. Et donc, ce qui serait important, c'est que ce soit un régime général, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dépendant d'une loi de finances qui va être rectifiée, qui ensuite va modifier les aspects financiers et fiscaux. Nous, UNIS, on est plutôt dans l'amortissement comptable tout au long de l'exploitation d'un bien, qu'il soit neuf ou qu'il soit ancien. Et donc, si vous êtes en dessous, le prix de sortie du loyer, le loyer de sortie est très important. Si vous êtes en dessous du marché, vous pouvez amortir de mieux en mieux en fonction de ce prix du loyer. Donc, indépendant du statut, mais quand même dépendant du loyer. Ça peut être ça peut être un abattement aussi, un abattement majorité. D'autres, ce fameux statut du bailleur privé, qu'est-ce qu'il pourrait contenir d'autre comme élément tangible, comme solution, absolument. Des abattements. Des abattements. Voilà, sur les revenus. Bon, donc, nous, ce qui serait important, c'est que ça soit pérenne. Donc, du coup, un régime fiscal pérenne. Mais bon, on va voir ce que va donner l'analyse du dossier. Je crois que c'est fin juin, la remise. En tout cas, on va être auditionné. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Les acteurs vont être écoutés. Et c'est vraiment la démarche de Valérie Létard. Et y compris les réseaux de mandataires, vous allez être aussi consultés sur cette question ? Par nos syndicats, alors moi, oui. Nous, on emmène toujours Olivier dans notre panier quand on va voir des élus. Voilà, sur le porte-bagages. Très bien. Non, mais on était à vélo. On était il y a 3 semaines avec la ministre. C'est toujours intéressant aussi parce que, et après, on peut reconnaître quand même qu'elle est connectée au logement. C'est son sujet. Je ne dis pas que les précédents n'étaient pas connectés, mais on sent vraiment que c'est son sujet depuis des dizaines d'années. Elle se bagarre pour le social, pour le paiement excédent, pour les bailleurs privés. Enfin, je pense qu'elle est au travail, et donc ça, c'est intéressant. Et c'est bien qu'elle entende aussi de notre voix ce qui se passe sur le terrain, ce que nous disent nos conseillers, nos mandataires, pour dire, voilà, la réalité, les clients, nos mandataires les voient tous les jours. Donc, elle est attentive à ça aussi. Le prêt à taux zéro dans l'ancien. Alors ça, je l'ai découvert. Je vais être totalement franc avec vous. Alors les ménages pourront en bénéficier dans les zones détendues en contrepartie d'un effort sur les travaux de rénovation énergétique. Alors ça, c'est aussi ça aurait été mieux qu'on puisse avoir ça pour le logement ancien que pour la rénovation, mais pour l'acquisition d'un bien ancien, ça aurait été intéressant aussi. Mais bon, c'est pas mal parce que nous, le but du jeu, c'est quand même de rénover. Quoi qu'il arrive, pour des raisons écologiques, mais au-delà de ça, d'économie d'énergie, de réduction du gaz à effet de serre. Donc, il faut rénover. Après, en même temps, ma prime rénov', elle est aussi là pour aider. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, me semble-t-il. Bien sûr, oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce qu'on est tous supporters à l'innovation. C'est toujours un peu de complexité. D'un côté, j'y ai accès dans une zone détendue, mais il faut que je fasse un niveau de travaux de rénovation. On pourra peut-être par après des DPE. Bon, bref, le parcours d'un propriétaire pour avoir accès aux aides, il est quand même complexe. Donc ça, c'est la complexité. On l'a pas complètement gommé. Je pense qu'elle l'a obtenu au dernier moment. La zone détendue, travaux de rénovation. Ça a été obtenu au dernier moment, mais c'est bien. Okay, ça fait avancer la rénovation. Et alors, on reste dans nos leviers du marché, dans nos petites règles qui évoluent. L'exonération aussi des droits de succession sur les donations. Alors, il y a un plafond. Les dons, les dons. Alors, c'est pas des droits de succession, c'est des droits de mutation. Droits de mutation. Gratuits. Ça aussi, c'est une bonne chose. Bon, pour les jeunes, comme toujours primo-accédants, bien sûr, qui sont davantage concernés. L'éligibilité de l'exonération est toujours liée à un carcan administratif. Bon.
résidence principale, acquisition, dans dans les 6 mois, je crois, Oui. ou bien alors les travaux de rénovation. Bon, ça va dans le bon sens, tout ça. Alors, on peut penser que c'est des mesurettes, mais dans la cacophonie législative actuelle, tout ce qui est obtenu est quand même bon à prendre. D'accord, très bien. On en vient, là on va toujours être aussi un petit peu technique, mais bon c'est le marché, comment c'est l'actualité de l'immobilier, parler du DPE, cette fameuse fiabilisation du DPE, là c'est Valérie Létard et ses équipes qui sont assez engagées aussi sur cette question. Oui, elle a bien réagi. Il y a eu des émissions télévisées sur le fait qu'il y avait des DPE, donc des gens arnaqueurs. Voilà. Les arnaqueurs, ils étaient de 2 niveaux, à la fois le diagnostiqueur et le propriétaire, qui prennent leurs responsabilités s'ils font des DPE individuels de complaisance. Mais franchement, ça représente 70 000 DPE sur 4 millions par an, donc c'est moins de 2%. Je ne dis pas que c'est pas important, mais c'est moins de 2%. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on est dans la défiance du DPE. Nous, le professionnel de l'immobilier, on veut absolument que cette rénovation se fasse à court ou long terme. Et donc, comme le DPE, c'est l'outil de référence pour dire vous êtes dans telle performance énergétique, donc dans une indécence de votre logement en fonction de votre étiquette, franchement, c'était pas la bonne nouvelle. Donc du coup, la ministre a très bien pris les choses en essayant de reprendre confiance en ce DPE à travers des sanctions, des certifications, des formations liées aux diagnostiqueurs. Nous, on a dit maintenant que c'est la crise un peu du diagnostic, eh bien, puisqu'on ne parle que du DPE individuel à ce niveau-là, et qu'on a quand même un DPE collectif à travers les plans pluriannuels de travaux qui sont en train d'être votés, puisque là, on en est aux 50 lots au niveau de la copropriété, et après l'année prochaine, pour faire un PPT, un plan pluriannuel de travaux, il faut un DPE collectif, eh bien, essayer de valoriser ce DPE collectif et l'étiquette du DPE collectif, ça, c'est une solution. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut suivre jour et nuit l'évolution réglementaire. Hier, dans une commission parlementaire, il a été mis en exergue ce fameux DPE collectif si les copropriétaires ne s'entendent pas entre eux. Il faut savoir que c'est la question du G au 1er janvier 2025 qui pose des problèmes d'indécence pour les bailleurs privés particuliers, et donc qui doivent faire des travaux. Et donc ce DPE individuel, il est mis un peu en difficulté, donc pourquoi pas prendre le DPE collectif le temps d'eux. Nous, on a demandé 2 choses, mais les diagnostiqueurs aussi, c'est que comme on prend la mauvaise étiquette entre le gaz à effet de serre et la consommation, peut-être prendre la meilleure étiquette le temps que ce bazar se termine, ou bien alors la primauté du DPE collectif, puisque ça permet aussi de faire des travaux. Le propriétaire qui est en copropriété, 70% des logements loués sont en copropriété, donc les travaux, ils ne dépendent pas du propriétaire en tant que tel. Bien sûr, il peut faire un certain nombre de choses à l'intérieur de son logement, mais en copropriété, ça dépend de la décision de la copropriété. Donc lever cette indécence liée à la performance énergétique, le temps des travaux, si un plan pluriannuel de travaux ou des travaux sont votés. Donc ça va plutôt dans le bon sens pour redonner confiance au DPE et puis arrêter entre les détraqueurs et les arnaqueurs. Nous, on est plutôt pour fiabiliser ce DPE. La ministre a vraiment pris le contre-pied de toutes ces difficultés, mais franchement, il faut que ce DPE soit sécurisé, fiabilisé, pour qu'on puisse y arriver. Sinon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est la référence. David, vous avez peut-être une chose à rajouter sur ce point-là ? Évidemment, les propos de Daniel. Oui. On a quand même beaucoup complexifié le calcul au fil des années. Je crois qu'il a changé 14 fois, ça ne doit pas être très loin de la réalité. Qu'il y avait déjà une mesure comme quoi il était opposable, donc ça a amené un petit peu de sécurité sur, je dirais, l'honnêteté du diagnostiqueur, en tout cas la véracité du DPE. Forcément, et les médias aussi font le jeu de ces fameux arnaqueurs ou ceux qui font pas le boulot, il y en a partout, donc ça joue aussi. Là, on a quand même l'impression qu'on a tiré le piano plutôt qu'à porter le siège, mais ça va dans le bon sens de toute façon. Même si, effectivement, je suis assez d'accord de clarifier et d'imposer effectivement une direction de rénovation, effectivement, c'est dans le bon sens. Le DPE, il est intégré dans les annonces du bien ici. Comment est-ce que ça s'opère un petit peu ce DPE ? Il y a aussi une loi qui est passée pour que les portails aussi, ceux qui diffusent les annonces, ils sont surveillés. Donc aujourd'hui, toutes les annonces qui n'ont pas de DPE et qui sont dans les règles, ça veut dire que aujourd'hui, tout ce qui est parking,
et autres biens qui n'a pas de chauffage, il n'y a pas de DPE, donc on le diffuse sans DPE. Ouais, mais des fois, on veut tout lister. Il y a plein de biens qui n'ont pas de DPE, mais il y a des règles à respecter. Donc, tous ceux qui sont dans les règles qui n'ont pas de DPE, les annonces sont dépubliées. Elles sont dépubliées automatiquement. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est Ouais. d'accord. Ok. Ouais, on a fait Ok. des développements Ouais. pour justement identifier ça, avec un contrôle manuel quand même. Il y a un peu de boulot Ouais. pour tous ces cas un petit peu. Pour nous, c'est tranquille, parce que nous, Oui. c'est encore plus strict, puisqu'il n'y a même pas on ne vous envoie même pas un flux d'annonces. Quand il y a pas, quand un mandat remonte, une annonce remonte de l'un de nos mandataires sans DPE, le flux ne part même pas chez nos partenaires. Donc c'est la chance d'être centralisé plutôt que Exactement. d'avoir. C'est le plus simple. Voilà, donc aujourd'hui, et on rappelle quand même, c'est la responsabilité du professionnel et la responsabilité du propriétaire. C'est-à-dire qu'une annonce diffusée sans DPE ou le fameux DPE en cours, c'est une sanction pour l'agent immobilier ou le conseiller et une sanction pour le propriétaire. Donc c'est important de l'avoir. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur le modèle IAD, si vous voulez bien, Olivier, et notamment sur un petit peu les profils de mandataires que vous recrutez aujourd'hui. Alors, il y a un de vos confrères, pour le citer, c'était chez Capifrance, qui disait qu'il recrutait de plus en plus de professionnels en provenance des agents immobiliers. Je disais ça il y a quelques jours. Est-ce que c'est également le cas pour vous? Oui, mais, bien sûr. Et qu'est-ce que ça traduit? Aujourd'hui, le modèle IAD, on va fêter le 1er mai, on fêtera nos 17 ans. Donc les 17 ans d'IAD le 1er mai. Notre mission, c'est de permettre à chacun de réussir dans l'immobilier. Donc nous, les portes d'IAD sont ouvertes à chacun. Et nous avions, jusqu'il y a un an et demi, 88% de personnes qui étaient en reconversion, c'est-à-dire qui ne venaient pas d'agence immobilière, de parcours immobilier, avant de nous rejoindre. Avec la crise qu'on vient de passer et qu'on vient de traverser, on a doublé cette proportion. C'est-à-dire que durant la crise, malheureusement, parce qu'on a 1200, 1500 agences qui ont fermé, donc on a des négociateurs, des salariés, des agents commerciaux en agences vitrées qui se sont retrouvés en difficulté. D'autres étaient en activité, mais avec moins de moyens pour diffuser, parfois, puisque des portails, il y a des difficultés avec certains portails quand même pour pouvoir accéder à la diffusion. Donc ils sont tournés vers nous, et on s'est rendu compte qu'ils ne connaissaient pas notre modèle. Ils ne connaissaient pas notre modèle. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'était jamais intéressé. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un modèle qui est encore nouveau. On a les premiers réseaux, on a démarré en 2008. Les premiers réseaux, je crois, ont démarré en 2006, si je me trompe pas, 2007, 2005, 2006, je pense. Donc il n'y a même pas 20 ans, alors que le modèle d'agence, il est très très vieux. Et là, ils se sont rendus compte de quoi ? Que très clairement, la rémunération était plus attractive, qu'ils pouvaient avoir des commissions managériales, bref. Et donc, ils nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, on a entre 23 et 25% des personnes qui rejoignent le réseau, qui viennent d'agences immobilières. Donc ça, c'est une vraie... Qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient franchisées, qu'elles soient... Il n'y a pas de... De tout profil. De tout profil. Alors, tout profil d'agence. Majoritairement d'agences indépendantes non affiliées à des enseignes, puisque c'est elles qui sont les plus nombreuses. Après, il faut casser le contrat de franchise, etc. Donc ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est juste, on a à la fois des négociateurs qui nous rejoignent, et on a parfois des patrons d'agences qui nous rejoignent avec leurs collaborateurs en disant de dire... J'arrête, je me libère de ces frais fixes, je me libère de ces contraintes administratives et je viens dans le modèle léger d'IAD. Mais on a aussi des négociateurs, des salariés, des agents en agence qui nous rejoignent. La proportion, elle est entre enseigne nationale et indépendant, elle est identique à la représentation du marché. Ok, d'accord. Alors David, j'aurais bien aimé avoir un petit peu votre vision un petit peu sur l'évolution du marché de la distribution de l'immobilier, notamment cette percée des mandataires. Comment est-ce que vous avez observé tout ça au fil de toutes ces années ? Elle est très liée à l'évolution du marché immobilier. Oui. Donc création... moi j'ai vu un véritable essor, effectivement. Alors j'ai vraiment regardé ça de près, à la création de Bénécy, forcément. Donc de fin 2015, donc 2016-2017, il y a eu un vrai essor. J'ai vu surtout l'évolution pendant le Covid et après le Covid, parce que c'était des éléments de marché. Entre la volonté, effectivement, ces volontés de reconversion, ces volontés aussi d'agents immobiliers qui souhaitaient se mettre à leur compte, devenir indépendants, c'est une vraie démarche personnelle. Donc ça, effectivement, ça a conduit le marché. Et puis, cette hausse, je dirais, du marché immobilier, le fait de pouvoir permettre à des propriétaires, finalement, d'avoir le choix du partenaire agent immobilier avec lequel ils veulent travailler, ça va dans le bon sens. Avoir sur le terrain la possibilité pour le propriétaire de choisir le modèle qui lui convient, voilà, ça s'est développé parce qu'il y avait un marché, une demande et une expertise. Parce qu'on en est bien là, la vente immobilière, ça se fait sur le terrain et ça se fait, c'est de l'humain.
Donc entre le propriétaire, l'agent et ensuite l'acquéreur. Et en fait, la logique de la croissance vient de la pertinence du modèle, mais aussi de la qualité des professionnels qui participent à ce développement. Donc nous, on l'a vu évidemment du meilleur œil, et puis ça vient en tant que portail grossir le volume d'annonces. Oui, ça vient grossir le volume d'annonces aussi. Dynamiser le marché, dynamiser les territoires. Donc évidemment, pour nous, c'est du bon sens. Et je le rappelle, bien ici, c'est le seul portail 100% pro. Oui. Donc voilà, il y a une logique à tout ça. D'accord. Alors, dernier. Oui, pardon, Le Olivier. dernier maintenant. Oui. Et le dernier. Le premier et le dernier. Le premier à jamais et le alors, c'est une question que je voulais vous poser après, mais je vais vous la poser maintenant. Donc, effectivement, bien ici reste un portail d'annonces destiné aux professionnels. Bien sûr. Vous me l'avez dit il y a encore quelques jours, on ne fera pas d'annonce de particuliers. Pourquoi maintenir cette stratégie-là? C'est notre ADN, donc on va difficilement la renier. Et puis après, quand vous regardez ce qui se passe sur le terrain, certes, 70% des propriétaires souhaitent vendre seuls. Terrible. Oui. Il se passe quoi dans la vraie vie? C'est que 70% des transactions et plus sont intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, compte tenu de toutes ces règles, toutes ces contraintes législatives, tout ce à quoi il faut faire attention, on a besoin, je le disais, d'une expertise, on a besoin d'être accompagné. Vraiment. Alors, que ce soit le propriétaire ou l'acheteur, ça dépend de quelle façon vous le regardez. Moi, propriétaire, je me dis oui, je peux vendre mon truc. C'est pas très compliqué quand même. Mais après, il faut respecter, faire un bon DPE, trouver le bon diagnostiqueur, mettre l'annonce au bon prix, respecter les règles d'accueil et d'explication et d'information aux futurs acquéreurs. C'est un métier. C'est un métier. Qui ne s'improvise pas. Effectivement, c'est une activité qui ne s'improvise pas. Aujourd'hui, notre ADN, c'est vraiment de mettre en relation, et avec le plus de sécurisation possible, d'honnêteté, de transparence, les professionnels de l'immobilier avec les particuliers. Le site, il est aussi très orienté particulier. Je l'évoquais tout à l'heure. Sur la façon de rechercher, sur la façon finalement de se projeter dans son futur environnement avec la cartographie, avec les réseaux de transport. Et vous communiquez aussi auprès des particuliers, notamment à travers la télévision, etc. Donc vous... mais bien sûr, oui. Encore une fois, on a beau être très digital, c'est un métier de terrain, c'est un métier d'humain. Donc pour moi, l'enjeu, et c'est un métier très contraint, le métier de l'immobilier, donc il faut des professionnels en face, des futurs acquéreurs et en face des propriétaires pour sécuriser la vente. En fait, qu'est-ce que ça coûterait de ne pas passer par un professionnel? J'entends régulièrement des cas de malfaçon non identifiée. C'est terrible. Donc, il faut être accompagné. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, deux choses. On a la chance de faire un super métier. On accompagne des vendeurs et des acquéreurs sur majoritairement des projets de vie. Donc, c'est un beau métier. Ça, c'est une chance qu'on a. On le fait, chacun, la profession, avec des modèles entrepreneuriaux différents. Les mandataires démontrent que c'est un modèle qui a un grand succès, mais chacun choisit son modèle entrepreneurial. On pourra peut-être en parler tout à l'heure pour voir les différences. Pourtant, c'est un métier de professionnel. On aurait pu tout à l'heure, dans la liste longue d'évolution réglementaire, de parler de la formation initiale. Oui. Un décret qui n'était pas sorti depuis 10 ans, absolument, 12 ans, va apparaître là sur la formation initiale. On en est évidemment avec l'UNIS supporter. Pourquoi? Parce que pour nous, ce n'est pas une nouveauté. Quand tu décides d'ouvrir ta porte à tous ceux qui veulent faire de l'immobilier, et qu'en 14 ans de temps, tu deviens leader, la formation, c'est essentiel chez nous. Donc évidemment que tous nos conseillers sont formés avant d'aller sur le terrain. Donc la formation est essentielle pour avoir un métier de professionnel. Pourquoi? Parce que je crois que s'il y a une chose qui doit rassembler toute la profession, c'est de killer le agence s'abstenir. C'est comme si demain, j'ai mal aux dents, je mets une annonce, mais je dis dentiste s'abstenir. Mais non. Donc on a un travail collectif à faire pour que demain, ce 30%, d'abord cette intention de 60-70% de faire seul, qui termine à 30%, soit demain à 25, à 20, à 15, parce que la profession aura su se rendre incontournable, se rendre désirable, quel qu'on soit son modèle entrepreneurial, pour dire je vous confie. Et il y a des points majeurs. Tu parlais de toutes les vérifications, on peut parler de TRACFIN. TRACFIN. Oui. Aujourd'hui, nos conseillers, comme tous les produits immobiliers, ont des obligations TRACFIN drastiques. Quand on est en PAP, qui je fais rentrer chez moi? Est-ce que c'est de l'argent sale? Est-ce que c'est du narcotrafiquant? On a des listes, nous, à déclarer auprès de l'État.
Aujourd'hui, le PAP, c'est la porte ouverte à tout ça. Donc aujourd'hui, passer par un professionnel, rendre le professionnel incontournable, c'est à mon sens un combat qui doit réunir l'ensemble de la profession. Alors ce 70-30, comme vous disiez Olivier, finalement, il n'a pas beaucoup évolué ces 10-15 dernières années. Non, on gagne, on grignote un on grignote point, quand même, l'intermédiation grignote sur le PAP un petit peu quand même. On était apparemment à 35-36% Okay. il y a quelques années, on est aux alentours de 30%. On n'a jamais de chiffres très fiables non plus, hein, mais en tout cas, on n'a pas cassé notre progression de 0 à 25-26% de part de marché des transactions. On n'a pas pris cette part-là sur le particulier de façon flagrante. Donc, c'est pas encore flagrant. Et je parle pas de la fraude. Après, ça dépend des métiers. Là, on parle beaucoup de transactions. La location, il y a des fraudes monstrueuses. Oui, la location, le marché par les professionnels, c'est que 35%. Hein. Donc 35%. Et oui, ça veut dire que c'est pire. Voilà. Ouais. Oui. Ok. Mais je pense que ça peut bouger aussi. Parce que c'est là où il y a le plus de fraude. Entre les gens qui vous demandent de payer pour visiter, ceux qui vous demandent de donner de l'argent avant. Enfin, on a un enjeu majeur aussi, nous, portail, d'expliquer, de prévenir, d'expliquer ce qui peut se passer, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc voilà, on parlait d'ADN, c'est bien ancré. Ok, d'accord. Je reviens avec vous, Olivier. Si aux agents immobiliers mandataires, peut-être, enfin, aux agents immobiliers qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin. Conseillers immobiliers. Pardon, aux conseillers immobiliers qui sont nombreux à nous écouter. Ils se feraient reprendre par UNIS dans un premier temps, de façon amiable. Qui nous regardent ce matin et qui hésiteraient à rejoindre IAD. Quels arguments vous metteriez en avant pour les convaincre de vous rejoindre aujourd'hui ? Aujourd'hui, le premier élément, c'est la liberté. En fait, je ne vais pas prendre mes arguments, je vais prendre les arguments qui sont donnés par, tu parles des pros notamment. Hein, des pros ou alors c'est essentiellement des pros qui nous regardent, c'est vrai, bien sûr. Bien sûr. Premier élément qui nous est donné, qui nous est partagé par ces pros qui viennent d'agences, c'est la liberté. Je suis libre. Je deviens entrepreneur. J'ai plus de permanence. J'ai pas de réunion obligatoire. Je suis pas obligé de venir. Je suis pas obligé de tenir l'agence le samedi après-midi. D'ailleurs, parfois dans lequel il n'y a pas grand monde qui y passe, soyons clairs. Donc là, je reprends ma liberté. Je suis patron de ma vie personnelle et patron de ma vie professionnelle. Donc ça, c'est la liberté. Deuxième élément, c'est la rémunération. Aujourd'hui, les pros qui nous rejoignent sont rémunérés de l'ordre de 45 à 50% des honoraires perçus par le titulaire de carte. Oui. Nous les rémunérons de 69 à 85, auquel on ajoute 12,2% s'ils décident de devenir manager, coach d'une équipe. Ok. Donc, tu vois la différence de 45, donc c'est plus de 50% de rémunération en moyenne, auquel on ajoute une rémunération managériale. Manager coach, on a combien de conseillers en moyenne qui travaillent avec nous ? Un manager a combien de... Un manager, ça va de 1 pour celui qui démarre à 2000, qui est notre leader. 2000 le leader ? Dans les 8 pays dans le monde. Dans les 8 pays, donc c'est un mini-réseau, 2000 agents. Ah bah, il est presque dans le top 5, je ne regarde pas trop loin, il est peut-être dans le top 5, tu as raison, il est peut-être, j'ai jamais fait, c'est une bonne remarque, il est peut-être top 5, il ne faut pas trop lui dire. Le réseau. Il va me demander une médaille, il va me demander quelque chose. Donc, oui, c'est ça. Donc voilà, donc, dans les 8 pays dans le monde, d'accord, donc, donc tu crées ton organisation, donc ça c'est un point important, c'est que mais finalement, dans la boîte dans laquelle j'étais, le fonds de commerce, il appartenait à qui ? Mais il appartenait à mon franchisé, il appartenait à mon patron, je m'entends bien avec lui, il me donne des primes, il me fait des challenges, mais à la fin, quand je pars, qui garde le fonds de commerce ? C'est lui. Mais qui a le fonds de commerce ? C'est moi. Et donc, dès que tu as 2, 3, 4 personnes, à forcerie 10, 20, 30, 50, si un jour tu décides d'arrêter, si un jour tu décides de partir du réseau, ou de partir dans un pays où on n'est pas présent, où tu veux faire autre chose, tu cèdes cette propriété commerciale. Donc, finalement, tu travailles pour toi. Donc, le dernier élément, c'est de dire, mais finalement, je travaille pour moi. Et le dernier point, c'est de dire que je deviens entrepreneur. J'ai été au centre de la franchise la semaine dernière, lundi dernier. Tout ça pour 163 € par mois. Et je faisais une petite blague à l'un de mes confrères amis dans l'agence immobilière. Il me dit, le droit d'entrée chez nous, c'est 30 000 €. 30 000 €, c'est 15 ans d'abonnement chez IAD. Le droit d'entrée dans une franchise. Ah oui. Oui. Ah oui. Okay. Et avec ça, tu entres. Tu n'as pas investi. Tu n'as pas à aller voir la banque. Donc ce modèle-là, il plaît parce que tu deviens entrepreneur à des coûts qui sont abordables, accessibles. Et ensuite, dernier élément, les pros qui nous disent, c'est toute cette décharge administrative. Je n'ai pas à négocier avec les portails. C'est vous qui le faites pour moi. Je n'ai pas à négocier avec les partenaires. Je n'ai pas à m'occuper de payer mes conseillers.
J'ai pas besoin d'avoir un expert comptable ou un comptable qui reprend les honoraires, qui regarde la quote-part, les challenges, tout ça est fait. J'étais hier au téléphone avec un conseiller qui était top 4 d'un grand réseau national qui nous a rejoints. Il me dit, mais même les challenges, quand il fallait faire un challenge, c'est sur un petit tableau Excel, on met ça en affiche. Là, nous, on a un logiciel, je tape, je mets le nom, je mets les lots, je fais ce que je veux en tant qu'entrepreneur, et je donne ça à mon équipe, et directement, nous, notre outil lui dit, bah voilà, on fait un classement, tu veux faire quoi, une compétition, ça, hop, ça roule. Et donc, c'est cette liberté, quelque part, cette liberté au sens charge mentale, je dirais, qui est le dernier élément qui les convainc. Et pour tous les autres, qui ne seraient pas des pros de l'immobilier, qui nous regardent peut-être, ou qui auraient envie de venir, ou si ceux qui nous regardent ont des amis qui ne sont pas des immobiliers, qui veulent se lancer, 1, un beau métier, 2, je crée mon fonds de commerce, 3, je forme. C'est-à-dire que je forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a, en France, nous avons 220 pôles de formation, 220, donc il y a 220 lieux. Donc c'est vraiment la formation, comme on dit, physique, enfin, c'est la en présentiel. Physique, on a une université en ligne, évidemment, pour cette liberté de temps. Chacun se forme comme il le souhaite à son rythme, dans les parcours non obligatoires. Dans les parcours obligatoires, là, ils sont contraints, évidemment. Mais dans l'obligatoire, je me forme où je veux, quand je veux, à mon rythme. Et ensuite, il y a 220 pôles de formation en France, et on a 600 coordinateurs de formation. C'est-à-dire qu'on a 600 personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, en France, un pôle de formation à moins de 20-22 km de chacun des IADiens qui sont dans le réseau. Et donc, on forme ceux qui nous rejoignent à devenir des experts au sens professionnel, pas experts immobiliers, mais des pros de l'immobilier. Et ce qui fait la réussite, parce que, comme dit Daniel, c'est pas le tout de rentrer des mandats ou il faut signer des compromis qui sont formés en acte. Donc, ça, c'est puissant. Et est-ce que c'est difficile de les convaincre de bien se former? Est-ce qu'ils sont assidus à ces formations? Alors, ils sont assidus pour la grande majorité, mais ils sont... l'un de nos matchs, c'est d'encore mieux les former, parce que finalement, se former, c'est être assis. Se former, c'est consacrer 7 heures sur une journée dans une salle. Et ils sont tentés d'aller, quand ils ont fait les formations obligatoires, de dire je vais sur le terrain, quoi. J'ai envie de voir des clients, j'ai un mandat, je veux prospecter. Donc tu as raison, on les contraint quelque part, même s'ils sont libres, on les incite, on les met sur le chemin de la formation continue, puisque des parcours de formation continue, c'est des centaines de milliers d'heures par an. Effectivement, se former, c'est essentiel. Très bien. Je vais donner la parole à David sur où va bien ici. Avant d'arriver dans ce studio, vous me disiez, Christian, en préparant cette émission, vous ne m'avez pas posé la question, comment est-ce que bien ici pourrait être un acteur de la reprise? Alors comment bien ici pourrait devenir un véritable acteur de cette reprise du marché immobilier? Alors la question est très largement ouverte, je vous la pose, elle n'est pas préparée. Non, du tout. Mais je sais que vous avez plein de choses à nous dire là-dessus. Comment bien ici peut être un acteur de la reprise du marché de l'immobilier? Alors, encore une fois, en étant en proximité, toujours. L'immobilier, encore une fois, c'est sur le terrain. Donc aujourd'hui, on a pas aujourd'hui, mais depuis pas mal d'années, on a déployé des conseillers immobiliers, nous aussi. En tout cas, c'est des commerciaux qui vont accompagner... Là, c'est la force commerciale sur le terrain. C'est la force commerciale, mais qui a cette connaissance du métier pour dire et pour conseiller l'agent immobilier sur sa situation, parce qu'effectivement, l'enjeu, c'est de comprendre à quoi sert la diffusion d'annonces, à quoi sert l'outil bien ici, comment il peut s'en servir auprès de ses clients. Donc c'est pour nous aussi beaucoup de formation de nos collaborateurs pour apporter le meilleur conseil. Donc quand je dis proximité, c'est être au plus près du terrain des problématiques pour aller conseiller les agents immobiliers. La deuxième étape, c'est l'innovation. Évidemment, parce qu'on doit proposer des outils déjà qui vont faire la différence par rapport aux petits camarades autres portails, parce qu'on a cet ADN professionnel. Donc, je prends le postulat qu'on comprend mieux les problématiques et qu'on est capable d'apporter par l'innovation aussi des vraies solutions. Et encore une fois, notre enjeu, ça va être d'attirer le plus possible par ces innovations, par ces services, des particuliers, et qu'ils soient propriétaires, vendeurs, acquéreurs, candidats locataires, investisseurs, peu importe, dans le neuf, dans l'ancien. Et je crois aussi qu'il y a beaucoup de passages à faire entre le neuf et l'ancien. Il y a beaucoup de choses à faire. L'innovation va être un enjeu pour permettre effectivement, de nous développer, d'apporter plus de services et plus de qualité et plus de leads. Parce que, en fait, tout l'enjeu, c'est d'être présent au bon moment pour apporter le bon individu, le bon candidat acquéreur locataire
aux professionnels de l'immobilier. Donc la direction, finalement, elle est assez simple, mais d'assurer une excellence opérationnelle portée par l'innovation pour apporter vraiment ce que l'on doit apporter aux professionnels, c'est-à-dire de la performance. Très bien. Et concernant l'UNIS, Daniel, je vous pose la même question. Comment est-ce La que même question, nous, il faut faire connaître toute la réglementation à nos clients, nos adhérents évidemment, par rapport à leurs clients. Nos clients, c'est quoi? C'est des locataires, ce sont des propriétaires, ce sont des copropriétaires. On exerce le métier d'expertise de promoteur rénovateur, de gestionnaire locatif, de syndic de copropriété et bien sûr d'agents immobiliers, conseillers immobiliers. Donc c'est vraiment de faire connaître la réglementation, de pousser un coup de gueule de temps en temps quand ça ne va pas au niveau des politiques publiques sur le logement. Et je dirais que ça passe effectivement par la formation et l'innovation. On a une commission innovation où tous les nouveaux outils à disposition de nos adhérents sont très importants. Défendre la profession bien sûr, mais au-delà de ça, défendre l'intérêt de nos clients. C'est pour ça que passer par un professionnel, c'est très important parce que notre professionnalisme, c'est la garantie de nos clients. On dit souvent ça, notre professionnalisme, c'est votre garantie. Que vous soyez un vendeur, un acquéreur, que vous soyez un copropriétaire, un propriétaire, c'est votre garantie. Donc évidemment, face à du particulier à particulier, du gré à gré, on a besoin de montrer ce professionnalisme, payer le juste prix, faire ce qu'il faut pour que le bien se perdure, une bonne vétusté climatique, etc. C'est vraiment ça dans notre ADN d'un syndicat. Très bien. Alors vous disiez dans une tribune il n'y a pas longtemps que le marché de l'ancien ne devait pas être aidé au risque que les prix, qu'il y ait un impact sur les prix. C'était donc à l'agent immobilier de faire son travail, de mettre en relation l'acquéreur et on revient au professionnalisme. Voilà, on en revient à cette question du professionnalisme. Les gens ne se rendent peut-être pas compte que finalement l'acte de gestion, ça a un coût, puisqu'on peut exercer ce métier de gré à gré. Donc c'est une des difficultés qu'on peut avoir, mais on apporte une plus-value, un savoir-faire. Les aides qui sont distribuées aux particuliers dans le cadre de la transaction ne sont pas une bonne chose, parce que de toute façon, on va le retrouver dans le prix. Donc plutôt avoir des aides différentes comme MaPrimeRénov'. C'était dans ce contexte-là que nous avions fait une tribune. C'est le professionnalisme, ça rejoint la discussion actuelle. Très bien. Il nous reste 3 minutes. Le mot de la fin pour vous, Olivier. Quel message vous avez envie de faire passer à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent? Continuez à vous former, continuez à prospecter sur le terrain, continuez à collaborer entre vous, agents immobiliers. Pour être... Le premier message, pour ceux qui veulent réussir, c'est de nous rejoindre. C'est le déjà message que je peux déjà. Non, sérieusement, le premier, c'est de rester curieux. Je dis souvent aux équipes, soyez curieux, informez-vous, regardez, lisez, connaissez votre marché, soyez curieux. Deuxième élément, formez-vous. La formation, elle est essentielle. Formation continue. Formez-vous aux évolutions législatives. Formez-vous aux nouveaux outils. On n'a pas beaucoup parlé, mais on l'a déjà fait sur l'intelligence artificielle. Quelles solutions j'ai à ma disposition? Comment je me fais? Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Donc, se former. Troisième élément, prospecter. Prospecter. L'immobilier, le commerce en général, c'est un métier d'information. Restez vigilants autour de vous, autour de chacun d'entre nous, des informations. Donc ça veut dire qu'il faut être présent sur le terrain. Très concrètement, il faut aller sur le terrain. Alors, sur le terrain, sur les réseaux sociaux, dans des apps, peu importe, mais autour de nous, des informations immobilières circulent. Je dois capter ces informations immobilières. Je dois transformer une information en disant, mais est-ce que cette information est un projet d'investissement? Pour un exemple, un ami dit, j'en ai marre, je paye trop d'impôts. Tu ne serais pas intéressé pour investir dans l'immobilier, j'ai un programme de défiscalisation à te proposer. Ah, je ne savais pas que ça existait. Mais si on ne sait pas en parler, si on ne sait pas informer, si on ne détient pas cette connaissance, on ne peut pas renseigner. Et le troisièmement, c'est le partage. Partager, donner. Je disais un article il n'y a pas très longtemps, non, mais notre club de partage n'est pas ouvert aux mandataires. Je me suis dit, mais on est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. On doit avoir 50 000 annonces chez toi, on a 84 000 sur notre site. Partagez. Partageons les connaissances. Partageons nos mandats. Partageons nos annonces, partageons tout ce qu'on a. C'est que si on veut avoir une force immobilière puissante pour aller mettre à mal le PAP avec tout ce qu'on vient de se dire, partageons. Il n'y a pas de clivage, il n'y a pas les bleus d'un côté, les rouges de l'autre, les blancs à côté, c'est partageons. Nous sommes des professionnels, nous avons des vendeurs ou des acquéreurs qui nous ont fait confiance, partageons nos mandats,
partageons tout ça avec tous ceux qui nous entourent. Qui que nous soyons. Donc, curieux, formation, prospection et partage. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier pour ce nouvel événement. Est-ce qu'on a déjà la date du prochain ou pas? Est-ce qu'on peut... Pas moi. Moi non plus. Peut-être au mois de juin. D'accord. On verra cela. Merci mille fois Daniel Dubreuil d'avoir l'invitation. participé à cette émission. Merci mille fois David Benbassa d'avoir Merci, participé à Avec cette plaisir. émission. Et merci à vous tous. Et puis à très bientôt pour un prochain. Il y a des talks très certainement au mois de juin. Merci, au revoir.